Alors Christophe Deschamps, on est très content de vous accueillir ici à la DBS pour ce 5 à 7 sur la curation. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de votre parcours et puis de votre intérêt pour ce sujet un peu à la mode, un peu, qui a fait un peu polémique aussi quelquefois? Oui, donc moi j'ai été responsable de veille dans deux organisations, PME et puis grande entreprise. Puis je suis maintenant consultant, formateur indépendant sur les questions de gestion de l'information, d'intelligence économique et de veille. J'ai publié un blog depuis 8 ans qui s'appelle Outils froids sur ces thématiques et puis trois ouvrages parus ces 3 dernières années sur ces mêmes sujets évidemment. Alors, Christophe, sans trop déflorer le sujet, deux, trois idées un peu fortes qui vont donner l'envie de suivre ce 5 à 7 sur la curation. Veiller, filtrer l'information, la partager, la capitaliser. Un sujet complètement neuf ou des pratiques anciennes avec des nouveaux vocables? Plutôt la deuxième solution, effectivement, on avait déjà des outils type social bookmarking, Delicious, Digo, qui permettaient de faire des choses très proches finalement. Ce qui s'ajoute avec ces outils-là, c'est surtout des possibilités d'éditorialiser les contenus que l'on partage. Et puis beaucoup de nouveaux outils, je pense, hein, qu'on va découvrir à l'occasion. Oui, énormément de nouveaux outils. On peut en recenser jusqu'à 200 outils de curation, même si on sait que ça va se réduire. Il y a effectivement, si on veut faire des comparatifs, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'outils intéressants avec plein de fonctionnalités originales. On va commencer comme se doit dans ce genre de représentation, c'est-à-dire par donner quelques définitions, préciser un peu le sujet, même si on verra que ce sujet se définit plus finalement par les usages, par les mises en œuvre d'outils que par des définitions simples. On verra que ça ne suffit souvent pas. Les définitions viennent souvent après, comme c'est logique. Mais on va quand même en donner quelques-unes pour poser le sujet. Alors, je vais essayer de recentrer un petit peu tout ça. En anglais, le terme de curator, c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps pour désigner, vous le savez peut-être déjà, le commissaire d'exposition. Et cette logique qu'il applique, eh bien, finalement, c'est un peu la même logique qu'on va appliquer à des pages web, et c'est bien pour ça que ce terme a été choisi. Donc le commissaire d'exposition, c'est celui qui va choisir les œuvres à exposer, qui va les organiser, avec un R, et les commenter également. Donc c'est son rôle en permanence, et c'est évidemment un petit peu le même rôle qu'on va être amené à jouer quand on utilise ces fameux outils dits de curation. Alors si on prend maintenant quelques définitions, je vous en propose deux. Une définition de Robin Good, qui est un blogueur, j'allais dire un blogueur fou sur Internet, parce que ça fait des années qu'il publie. Son vrai nom, c'est Luigi Canali de Rossi. Il explique en fait, dans une série de 10 billets qu'il a consacrés à la curation l'an dernier, que c'est l'art de trouver, d'agréger, de filtrer, de sélectionner et de republier des informations de qualité sur des thématiques spécifiques ou pour une audience ayant des centres d'intérêt particuliers. C'est déjà assez large comme définition, et il sait de quoi il parle, le monsieur, parce qu'en fait, il pratiquait ce qu'on appelle maintenant la curation depuis bien longtemps. Il n'avait pas réussi à mettre un nom sur les pratiques, alors il avait appelé ça le news mastering, comment on manage finalement des informations, de l'actualité et autres. Et puis le terme curation est arrivé, puis il s'est dit, finalement, c'est ça que je fais. Donc ça veut dire, ça nous dit déjà quelque chose, c'est que ces pratiques, elles ne sont pas toutes neuves, elles ne sont pas toutes récentes. Et ce n'est pas parce qu'on a des outils qui s'appellent de curation qu'on n'en faisait pas avant. Peut-être sous d'autres formes, peut-être avec moins de mise en page, mais en tout cas, ça existait déjà. J'aurai l'occasion évidemment d'en reparler. Autre définition toute simple, celle tirée de la Wikipédia, la curation de contenu est une pratique qui consiste à sélectionner, éditorialiser et partager les contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. Il y a un terme qui est important dans cette autre définition, qui par ailleurs reprend à peu près ce que disait Robin Good, c'est le terme éditorialisé, qui apparaît là et qui a son importance, une importance certaine, puisque, comme je viens de le dire, les outils qui permettaient de faire quelque chose qui s'approche de la curation existaient depuis longtemps, mais n'avaient pas forcément intégré cette idée que finalement il fallait mettre en scène l'information, que la simple mise en scène de l'information pouvait aider à sa compréhension. C'est pas nouveau, vous allez me dire, c'est des choses qu'on fait en documentation, en veille depuis longtemps, mais il n'est pas impossible qu'il y ait des idées dont on pourrait s'inspirer à partir de ces outils spécifiques.
Alors, selon moi, il manque tout de même un élément essentiel à ces deux définitions. D'abord, l'idée que tout est partage, bon, c'est une bonne chose, c'est bien, mais il ne faut jamais oublier derrière les motivations personnelles des individus qui partagent. Donc derrière le fait de mettre en ligne une page thématique, on en verra tout à l'heure, il y a quand même l'idée de mettre en avant son expertise, hein, soyons clairs. Tout comme sur les blogs, il y avait également cette même idée. Donc il y a une motivation forte en termes de e-réputation ou de réputation tout court, hein, la e-réputation n'en étant qu'une modalité. Partager, oui, mais avec aussi des retombées pour l'individu qui partage, une reconnaissance de son expertise. Deuxièmement, et là encore je reviens vers cet usage individuel, ces définitions oublient que bien souvent, quand on stocke de l'information et qu'on la diffuse, j'ai bien dit stock, pourquoi? Parce qu'on l'archive aussi pour soi, on s'en fait des archives personnelles. Donc les outils de curation, certes, ils ont vocation à nous permettre de partager des contenus, mais ils ont aussi cet objectif de nous permettre de stocker des informations qui nous intéressent, de les capitaliser tout simplement, pour ensuite aller rechercher dans ces informations d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas parce qu'on parle de curation qu'on est sur des logiques 100% partage et pas de logique finalement individuelle derrière. Donc il y a une double logique individuelle, il y a celle de l'expertise et il y a celle de la capitalisation pour des usages ultérieurs de cette information qu'on aurait trouvée. Si en plus on peut partager cette information, finalement on fait coup double. D'une part, on informe des gens, on partage avec eux, d'autre part, eh bien, on a cette fameuse e-réputation qui peut-être augmente ou pas, ça c'est une autre question. Donc on a cette logique, voilà, c'était juste ça, une logique que moi j'appelle de personal knowledge management, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, où effectivement ces outils ne sont pas là simplement dans l'aspect collaboratif. C'est un point important ça, parce que c'est l'un des moteurs des outils dits de réseaux sociaux d'entreprise. Pendant tout un temps, on a eu des outils de KM, je vais dériver un petit peu sur l'entreprise, j'y reviendrai après, on a eu des outils de gestion des connaissances qui étaient pensés autour du travail d'équipe et qui permettaient certes à une équipe de bien s'organiser. Je pense là aux outils dits de groupware, outils collaboratifs de groupware. C'était très bien, mais la plupart du temps, ces outils de première génération, on va dire, avaient oublié une dimension. La dimension individuelle, c'est-à-dire que l'individu, avant de vouloir partager, il a envie de stocker des contenus, il a envie d'avoir sa base d'informations personnelles dans laquelle il pourra piocher si nécessaire. Et donc, il manquait à la plupart des outils collaboratifs de première génération cette possibilité de stocker sa propre information, de stocker des documents, de stocker des favoris, etc. Ça a été sans doute une des raisons des nombreux échecs des projets KM entre 2000 et 2005. On a la chance d'avoir une nouvelle génération d'outils qui arrive, qui a intégré directement cette logique. Pourquoi? Tout simplement parce que ces outils sont issus du Web 2.0. Ce Web 2.0 qui met l'individu au centre, qui s'occupe de ses besoins, qui pense à l'individu et à ce dont il a besoin, et qui ensuite détourne, pas détourne, mais plutôt reproduit cette logique dans un environnement plus collectif, plus collaboratif. Donc on a la chance d'avoir une génération d'outils qui arrivent, les outils de curation en font partie, les outils de réseaux sociaux d'entreprise en font partie, d'ailleurs parfois les outils de réseaux sociaux d'entreprise étaient des outils de curation anciennement, et donc c'est peut-être une chance supplémentaire de mettre en œuvre une entreprise plus collaborative, avec tout un tas de limites, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ça va être magique et que tout à coup tout le monde va se mettre à collaborer, mais en tout cas on a des outils qui sont peut-être un petit peu mieux adaptés à une logique collaborative, à la mise en place d'une logique collaborative dans les organisations. Et typiquement les outils de curation rentrent dans cette lignée de nouveaux outils. Un petit historique, là encore, des pratiques. En 2008, c'est un petit peu l'année où on commence à utiliser le terme de curation. Donc on a le terme qui apparaît, le terme de Digital Curator, sur le blog d'un blogueur phare aux États-Unis qui s'appelle Steve Rubel, un blogueur dans les technologies de l'information, qui explique que les curateurs sont des experts d'une thématique qui nagent dans des flots d'informations numériques et qui tentent d'en extraire les plus pertinentes et importantes afin de les partager. On a Robin Good aussi, qui, comme je le disais tout à l'heure, a posé donc un nouveau nom sur cette pratique. Est-ce que ça date que de 2008, le terme curation utilisé dans une signification finalement assez proche de celle-ci? Ben non. En fait, on s'aperçoit, et ça a été une des découvertes quand on a fait
le dossier, hein, qu'en fait, le terme de curation est utilisé depuis longtemps pour désigner un travail de sélection et de nettoyage dans des données stockées dans des bases de données. Et plus spécifiquement, dans des données liées souvent à tout ce qui traite du génome. Ça, le génome, bon, j'y connais strictement rien, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça génère, l'étude du génome génère des quantités de données absolument monstrueuses, et on a des gens qui utilisent des outils dits de data mining ou de cartographie pour essayer de traquer les enregistrements mal renseignés, les enregistrements invalides, erronés, etc. Et ils ont utilisé dès le départ le terme de curation. Hein, le terme de curation, ils utilisent par exemple des logiciels comme celui-ci. Tout ça pour dire finalement que le terme curation employé dans une idée qui n'est pas très éloignée de la nôtre, hein, qui sont des pratiques effectuées par des professionnels de l'information avec des spécialités data mining par exemple, eh bien c'est un terme qui existait déjà. On parlait déjà de curation de données dès 2003-2004. Mais ce n'était pas exactement la même curation bien sûr. Simplement, on n'en est pas si loin que ça. Dans le numéro de DocASI qui va sortir, il y a l'article de Gabriel Galzo hein, qui a levé ce lièvre hein, et qui explique ceci en détail. Si on continue à dérouler notre petite historique, on va arriver à 2009 où un autre blogueur très connu aux États-Unis, Robert Scoble, dans un de ses billets, fait appel finalement aux startups pour qu'elles se lancent dans ce nouvel Eldorado de la curation. Hein. Il dit que c'est une opportunité à 1 milliard de dollars. Il a toujours tendance à exagérer un petit peu. En tout cas, comme c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi, c'est un vrai influenceur sur les nouvelles technologies aux États-Unis. Et puis il parcourt le monde hein, dans tout ce qui est salon, il est conférencier en permanence. Eh bien, quand il dit ce genre de choses, effectivement, ça a un poids. On a un autre élément qui nous est donné par Steve Rosenbaum, qui dès 2009, en fait, dans une série d'articles qu'il publie dans le Huffington Post et qui avait été tout à fait bien vu par Véronique dans son article, merci, présente la curation comme un remède à l'information overload. Dès le départ, hein, dès 2009 en tout cas, c'est aussi envisagé comme ça, comme une idée de filtre, hein, j'y reviendrai évidemment. Pour information, ce monsieur a publié un ouvrage consacré uniquement à cette thématique, hein, où il essaye de voir quelles sont les implications finalement de cette nouvelle pratique, ces nouvelles pratiques qui s'adressent à tous. C'est ça qui change aussi, hein, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais qui fait cette curation, cette sélection de l'information et cette diffusion de l'information? Pour le coup, c'est plus les professionnels de l'information. Enfin, plus exactement, c'est et les professionnels de l'information et tous les autres qui ont envie de le faire. Et là, ça nous amène à des logiques évidemment différentes de celles auxquelles on avait pu être habitué dans nos métiers. Logiques auxquelles j'ai bien peur qu'on doive s'adapter d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les refuser en bloc très longtemps en tout cas. Même si je ne dis pas que dans toutes les entreprises, on va se faire de la curation, on va se mettre à faire de la curation, c'est évident que non. Hein, mais il y a quand même des choses qui sont en train il y a une porosité qui est en train de se mettre en place entre les pratiques individuelles et les pratiques dans les entreprises. Hein. C'est celle qu'amènent les outils du 2.0 une fois de plus. Hein. 2010, hein, c'est le moment où on commence à en parler un peu en France, hein, notamment lors de la conférence Web 10, hein, vous savez, qui se tient tous les ans à Paris, enfin, elle s'appelle Web 10, Web 11, Web 12, etc. Eh bien, le terme de curation est présenté comme un concept émergent. Néanmoins, comme je le disais, il y a des pratiques qui existent et qui sont très proches de la curation, pour ne pas dire que ce sont les mêmes. Depuis longtemps déjà, depuis 2003, avec Delicious, depuis 2006 avec Digo, on fait de la curation, à condition de mettre ça en œuvre et de le partager. On utilise des pratiques dites de social bookmarking. Hein, pour expliquer en 2 mots, en fait, le social bookmarking, c'est quoi? C'est je trouve un article intéressant, j'ai envie de le stocker dans un espace, en tout cas pas l'article en entier, mais le lien qui m'amène vers cet article. Donc je vais cliquer sur le bouton que j'ai installé dans mon navigateur, ça va aller se mettre dans mon service en ligne, hein, dans ma page en ligne, et ça, je peux le garder soit en mode privé, soit je vais décider de le mettre en mode public, hein, d'où le terme social
devant bookmarking. Donc bookmark, on s'y retrouve, bookmark, c'est nos favoris, ceux qu'on met dans nos navigateurs, et puis social, c'est quand on décide de les partager. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ces outils-là étaient arrivés, on avait déjà la possibilité de faire de la curation. Alors il manquait peut-être certaines fonctionnalités, comme l'éditorialisation dont je parlais tout à l'heure, mais en gros, 95% des fonctionnalités étaient là. Peut-être même beaucoup plus, c'est ce qu'on verra un petit peu tout à l'heure, c'est que finalement, les outils de curation ne sont pas forcément les plus avancés, tout dépend évidemment des besoins que l'on a. Un petit retour sur le contexte dans lequel nous sommes actuellement. En 2010, on a produit ça d'information. Je dis ça d'information parce que effectivement, j'imagine que vous êtes comme moi, enfin je présume peut-être un peu trop, mais pour moi un zettabyte ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup. Si on voulait remplir des iPads avec, il faudrait utiliser 75 milliards d'iPads. Ça vous parle peut-être pas beaucoup plus, mais c'est peut-être un tout petit peu plus parlant. Donc voilà, donc ça c'est la quantité de données, alors tout confondu bien sûr, qu'on a produite en 2010, pardon, et une étude récente, toute récente du Gartner Group, indique que la quantité de données non structurées, alors là il n'y avait pas que les non structurés, mais la quantité de non structurés va encore croître de 80%, semble-t-il, dans les 5 ans qui viennent. Et là on parle bien de non structurés, tout ce qui paraît sur le web par exemple. C'est évidemment monstrueux. Qui dit non structuré dit difficulté de recherche. Évidemment, on n'est pas dans des bases de données, on n'a pas 36 champs à remplir pour trouver le bon auteur entre telle période et telle période sur telle thématique. C'est du web, il faut se débrouiller autrement. Est-ce qu'on a les outils pour rechercher cette information actuellement ? Non, pas plus que ça. On a les mêmes que d'habitude. On a Google, évidemment, de par la taille de sa base de données. On a les autres moteurs, bien sûr. On a les outils de social bookmarking, et ça, j'y reviendrai encore. Mais en gros, on n'est pas super équipé. Le web sémantique, on ne sait pas trop quand ça arrivera. Si ça arrivera, je le souhaite, je croise les doigts. Mais on est loin d'avoir des données aussi bien structurées, bien sûr, que dans les bases de données classiques. Et donc, les difficultés de recherche derrière, à mon avis, sont là pour encore assez longtemps. Ça nous amène à quelque chose, d'ailleurs, à une posture un peu différente. Quand on est documentaliste classique et qu'on se confronte tout à coup à la recherche sur Internet, ça vous est tous arrivé, on est obligé évidemment de changer de posture. On n'est plus dans la posture de confort qu'on pouvait avoir habituellement. Dans une base de données, finalement, on maîtrise son sujet, on maîtrise l'espace, l'environnement dans lequel on est. On connaît le nombre de sources, en gros, même précisément, qui sont prises en compte par l'outil, par la base de données dans laquelle on est. On connaît ses opérateurs, on sait qu'on peut faire des requêtes à plusieurs dizaines de lignes, pourquoi pas. On sait qu'on pourra faire un état de l'art. Si on pose bien sa question, eh bien, dans notre base de données, on va avoir, normalement, si tout se passe bien, mettons 100% des résultats qu'on pouvait avoir. Sur le web, ce n'est pas du tout le même univers, on s'en doute bien. Sur le web, il n'y a pas de fini, il n'y a pas de monde fini. Autant sur une base de données, il y a des frontières, autant sur le web, c'est un monde qui est infini, on ne sait pas où il s'arrête. Aucun chercheur actuellement n'est en mesure de vous dire la taille du web, c'est ça. Il y a des estimations, il y a des gens qui travaillent là-dessus, bien sûr, mais exactement, non. Et puis, ça ne nous permet pas donc de savoir quelle part du web on ne connaît pas. Ce fameux web invisible, c'est un terme qui revient souvent, un peu un serpent de mer, mais c'est quand même quelque chose de réel. C'est-à-dire que toute la partie du web qui n'est pas indexée par les moteurs de recherche classiques, les Google et autres, qu'est-ce que ça représente comme proportion ? Quelle est la taille de notre inconnaissance finalement ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc on n'est même pas capable de donner la proportion de ce qui est visible et de ce qui n'est pas visible, sans parler des problèmes, des tailles des index, des moteurs, de leur capacité à donner des chiffres qui sont complètement différents en termes de résultats d'un jour à l'autre, voire d'un poste à l'autre au même moment. Donc ce qui dit recherche dans le web, qui dit données non structurées, dit incertitude, dit insécurité. Changement de posture indispensable de la part, de notre part, professionnelle de l'information, dès qu'on veut passer sur le web. Ça veut dire arrêter de penser qu'un jour on pourra être exhaustif sur ces outils-là. Arrêter de penser qu'on peut maîtriser cet environnement. On peut le suivre plus ou moins, on peut le surveiller à peu près, mais ça s'arrête à ça. Donc cette quantité d'informations énorme, ces contenus numériques qui se multiplient et circulent de plus en plus vite, eh bien, les moteurs de recherche ne sont pas suffisants pour les maîtriser, les prendre en compte. Et peut-être, je dis bien, que la curation pourrait venir en appui. Ça ne remplacera pas, mais ça pourrait venir en appui. Puisque l'idée principale,
de ces pratiques, c'est de permettre la mise en place finalement de filtres humains, hein, de personnes qui vont, dans leur domaine, dans leur spécialité, repérer l'information, mieux l'ordonner, mieux la hiérarchiser, mieux l'éditorialiser, comme je le disais déjà tout à l'heure. Donc c'est vers ça, c'est vers un système finalement parallèle et complémentaire des moteurs de recherche classiques que l'on semble se diriger avec ces outils de curation et derrière ce qu'on appelle le social search, hein, la recherche dite sociale, ou comment par exemple mieux chercher dans le réseau de mes amis Twitter ou dans le réseau de mes amis, de mes followers, de mes amis Facebook, pardon. On va maintenant essayer de... Je reviendrai sur des parties un petit peu plus théoriques après, mais je vais essayer de concrétiser ce que je viens de dire en vous montrant des outils, hein, bien sûr, et puis comment tout ça se met en œuvre finalement concrètement. Juste pour me rendre compte, parmi vous qui a testé déjà des outils, on va dire comme Delicious et Digo, hein, qui sont les plus anciens, comme Scoopit, Pearltrees et autres outils dits de curation. Bon, sachez que si vous avez testé des outils comme Digo, Delicious, vous n'allez pas être bien surpris quand vous allez voir le fonctionnement des outils de curation. Ce n'est pas bien différent, on s'y retrouve parfaitement. Alors, on va commencer par un outil qui permet de faire de la curation, pas seulement, hein, mais notamment dans les entreprises. Et là, donc, je parle bien d'outils adaptés à des organisations. Quand je dis entreprise, c'est à prendre au sens large, hein, dans des organisations, quelles qu'elles soient, professionnelles. Il y en a plusieurs, hein, je vous ai cité la famille auquel ils appartenaient, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise ou RSE. En voilà un, Jamespot Pro. Au passage, hein, Jamespot Pro, parcours particulièrement intéressant de la personne qui est derrière. Alain Garnier, ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu'en 96-97, Alain Garnier, c'était plutôt le spécialiste de la recherche, de la veille algorithmique. Hein. Il avait créé Arisem, pas tout seul, Arisem, hein, donc outil de récupération de l'information sur Internet, avec crawling, traitement sémantique derrière, enfin tout un outil très très technique. Quelques années après, alors c'est un passage intéressant je trouve, Alain Garnier ouvre Jamespot, qui là n'est quasiment plus algorithmique du tout. C'est quoi Jamespot? C'est l'humain au cœur, c'est l'humain qui partage ses contenus, c'est les contenus justement rattachés ensuite à l'humain pour qu'on sache à quoi il s'intéresse. Hein. Donc c'est assez marrant de voir ce passage de quelqu'un qui était un pur de la veille à informatique, on va dire, à une veille ou des pratiques type veille orientées autour d'un individu. Donc Jamespot Pro, alors je vais arrêter de parler, je vais vous le montrer. La plupart du temps, l'ensemble de ces outils dits de curation proposent soit un petit, si vous utilisez Firefox par exemple, ça sera un add-on, je cherche le terme en français, pas un module, un plugin, moi c'est pas en français non plus, mais voilà, c'est très français, ouais, un plugin. Donc un petit élément que vous allez ajouter à votre navigateur, une extension, merci, voilà, c'était le terme que je cherchais. Une extension que vous allez ajouter à votre navigateur et donc en cliquant sur cette extension, vous allez lancer le processus d'enregistrement. Donc comme j'ai eu en testé pas mal ces derniers temps, vous voyez qu'il y en a tout un tas ici hein, pour différents services. Celui de Jamespot s'appelle le Spotit. Alors, voyons, mettons que je sois en train de... J'étais sur mon agrégateur de flux RSS qui m'a ramené vers un article, vers un site, pardon, un blog, je vais y arriver. Alors, est-ce que j'ai un article? Je vais en prendre un autre. Hop. Allez, tiens, je vais aller chez les collègues de demain la veille. Voilà, j'étais dans mon agrégateur de flux RSS qui me renvoie un article qui m'a l'air particulièrement intéressant. Donc, je vais l'ouvrir. Je le lis et je me dis qu'effectivement, cet article mériterait d'être partagé en interne avec Jamespot. Donc je vais lancer la procédure en cliquant sur Spotit. Voilà, qu'est-ce que je vais trouver ici? Un formulaire, rien de très très nouveau. On a un formulaire dans lequel on va pouvoir ajouter un certain nombre d'éléments. Donc ici on a quoi? On a l'URL qui a été capturée automatiquement. On va pouvoir choisir un groupe, parce qu'en fait, il y a toute une logique de groupe derrière. Donc, ça veut dire que cette information, je ne vais pas la... Oui, là, je ne les vois pas, mes groupes. Voilà, ça, ils sont arrivés. Cette information, je ne vais pas la partager avec tout le monde dans l'entreprise. Je vais, par exemple, la partager avec mon groupe de travail, réseaux sociaux d'entreprise.
J'ai une petite fonction d'éditorialisation qui est assez limitée, mais bon, qui a le mérite d'exister. Hein, publier l'article en une du groupe, juste après la une ou en dernière position. Je vais choisir en une. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Comme on est dans un outil assez développé, un outil payant, je vais pouvoir ajouter des contenus supplémentaires. Par exemple, là, je vais pouvoir, alors ça on le verra aussi dans les autres, hein, donc je peux ajouter, faire un texte, hein, écrire un petit texte carrément, ou juste un commentaire, hein, si je ne veux pas trop délayer. Ma source, elle a été repérée automatiquement par l'outil, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a une logique de stats. Hein, si au bout d'un mois, je veux voir les sources qui ont produit le plus d'informations sur un mois, bah, je vais avoir un tableau de bord derrière qui va me permettre d'y arriver. Je vais pouvoir, et ça c'est absolument essentiel dans la logique de ce type d'outil, je vais pouvoir ajouter des tags, hein, des mots-clés. Vraiment essentiel, on est sur des... voilà, je fais une petite digression, hein, tous les outils du Web 2.0, ou presque, hein, que maintenant on n'appelle plus 2.0, hein, maintenant on parle surtout de web social, tous les outils donc, de ce type de web, les blogs, les wikis, le social bookmarking, le microblogging, pas toujours mais souvent avec les hashtags, permettent un classement de l'information finalement assez limité. C'est ce qu'on appelle les folksonomies, hein, c'est-à-dire le classement, enfin c'est un télescopage entre taxonomie et folks, les gens, hein, le classement finalement par tous, hein, par chacun plus exactement. Hein. Donc ça veut dire que chacun a son propre classement. Ah oui, je sais, c'est assez horrible, mais c'est le type d'outil vers quoi on va. C'est-à-dire qu'on n'a plus de thésaurus, on en a aussi, attention, ils sont peut-être mieux cachés, c'est tout. On n'a plus de système très cadré. L'individu, finalement, dans ses pratiques, fait bien ce qu'il veut. Hein, s'il a envie d'utiliser tel mot-clé plutôt que celui qu'il utilisait d'habitude, qui lui était imposé, ben, il va le faire parce qu'il trouve que c'est plus pertinent pour lui. Donc on est dans une vraie logique utilisateur, avec ses avantages, c'est-à-dire que l'individu, lui, s'y retrouve très bien. Il a fait son propre classement, il va choisir ses bons mots-clés, etc. Et ses inconvénients, c'est-à-dire que quand on tente de passer ce type de fonctionnement au niveau d'une organisation, ça devient nettement plus complexe. Ça veut dire que derrière, il va falloir nécessairement aller, et on commence à le voir arriver, vers des systèmes qui permettent à des professionnels de l'information de reclasser les tags qui ont été donnés initialement par les utilisateurs finaux. Ça veut dire quoi reclasser? Ça veut dire qu'il ne va pas changer, le documentaliste ne va pas changer les tags choisis par l'utilisateur final, mais simplement il va les mettre dans des plus grandes catégories que l'utilisateur final ne voit pas, hein, la plupart du temps, mais que le documentaliste lui voit, et donc il va être capable d'interroger par catégorie derrière plutôt que par mots-clés. Hein. Donc attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui sont en cours de développement, parce qu'on a bien senti le besoin. Ça fait maintenant 3-4 ans que les RSE commencent à rentrer dans les organisations, les réseaux sociaux d'entreprise, hein. Je sais que le terme est un peu trompeur, et donc on a bien vu qu'il y avait problème quand même. L'individu c'est bien, l'employé c'est bien qu'il s'y retrouve, mais au niveau de la capitalisation, c'est compliqué. Hein. Donc il a fallu trouver des systèmes en parallèle, et ça c'en est un, c'est-à-dire des espèces de thésaurus fantômes, hein, dans lesquels, par du systèmes divers et variés, eh bien, on reclasse les tags des utilisateurs dans des catégories plus classiques, hein, dans le thésaurus de l'entreprise, on va dire. Donc je reviens à mon outil. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à partir de là? Je vais pouvoir, si c'est dans un groupe que je l'envoie, les membres du groupe vont être notifiés en plus. Hein, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés d'être le nez tout le temps dans Jamspot pour savoir qu'il y a du nouveau. Hein, ils reçoivent un petit email. Je vais moi-même pouvoir recevoir une copie. Je vais pouvoir choisir les images qui étaient présentes sur la page. Alors quand il n'y en a pas, les images, c'est tout ce qui se termine avec un type de fichier image, des JPEG, etc. Donc là, il n'y a rien qui va me permettre de faire une illustration correcte, donc je vais mettre aucune. Qu'est-ce que je peux faire encore? Je vais pouvoir ajouter un fichier, image, ajouter, désolé, il est un petit peu bas, je ne peux pas le monter plus, ajouter un fichier bureautique que je vais avoir sur mon poste. Donc ça, c'est une vraie différence entre les outils orientés vers le monde de l'entreprise et les outils pour le Kidam, on va dire, hein, qui eux ne permettent que très rarement, qu'exceptionnellement même, la possibilité de pouvoir partager des documents bureautiques. Hein.
Donc évidemment, là, on est dans des solutions plus lourdes, on paye pour ça, on paye de l'hébergement, c'est en mode SaaS la plupart du temps, donc on a des capacités de stockage et donc on peut partager des documents de ce type. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je publie, je clique sur publier, tout simplement. Je n'ai pas mis de tag, je vais en mettre. Je vais mettre médias sociaux. Je vais mettre 2012. Je vais mettre... on va dire que j'ai lu l'article et que ça parlait de Facebook et de Twitter. C'est un compte utilisateur avec pseudo, donc c'est pour ça que vous voyez créé par un tel. J'arrive donc dans cette page où je vais voir à la une effectivement mon article et puis derrière les autres articles envoyés dans ce groupe de travail. Donc ça veut dire que ça, tout le monde dans l'entreprise ne le voit pas forcément. Vont le voir les membres de ce groupe qui auront été choisis avant. Je ne vais pas rentrer dans les démonstrations de ça, on va pas, là sinon il faudrait vraiment faire un truc spécial sur les RSE. Mais là, l'idée, c'est que cette curation qu'on pratique avec un outil qui ressemble pour 2 gouttes d'eau à ceux qu'on va voir après, eh bien, elle va alimenter des discussions, par exemple, en interne, elle va alimenter une communauté de pratique, elle va alimenter un groupe projet, des réseaux, des communautés diverses et variées. Donc l'idée de cette curation, dans ce cas-là, c'est que chacun finalement, chaque employé au fur et à mesure de ses lectures, parce qu'il lit tous les matins un site web consacré à ce qu'il aime, je ne sais pas, la logistique, le marketing, etc., chaque employé a la possibilité, s'il le souhaite, de ne pas garder ça pour lui et de l'envoyer assez facilement finalement, parce que là j'ai rempli à peu près toutes les cases, mais j'aurais très bien pu remplir le minimum, l'envoyer à d'autres personnes qui partagent ces centres d'intérêt. Ça peut être un groupe métier, les marketeurs, le service marketing, ça peut être des personnes qui travaillent en projet et où le marketing est inclus. Il a envie de faire passer un message, par exemple. Donc typiquement, voilà un outil qui permet à des gens qui ne sont ni documentalistes ni veilleurs de partager de l'information en interne. C'est quand même au final ce qu'on peut en retenir. On verra quelles peuvent être les implications de ça derrière. Il s'agissait donc ici de vous montrer un outil qui est vraiment orienté vers l'entreprise, mais dont les modalités même de fonctionnement en font un outil de curation. Alors, les outils dits de social bookmarking, qui sont plus anciens, voilà par exemple Digo, avec... ça, c'est un benchmark qui est paru dans le dossier DocSI, où vous verrez la couverture fonctionnelle de ces différents outils. Donc Digo, c'est un outil qui est déjà assez connu, un outil qui date de 2006, qui fonctionne très bien, qui dispose d'un grand nombre de fonctionnalités de tout type, notamment sur la diffusion de l'information, voire même la diffusion automatisée. Bien avant les outils de curation, vous pouviez diffuser sur un blog WordPress, par exemple, Drupal ou autre, ou même avoir un mini-blog Digo qui publiait ce que vous aviez envie de publier. Donc, dès le départ, Digo peut être considéré comme un outil de curation, même s'il a ses limites lui aussi. Alors, comment ça marche quand on est dans Digo? Je ne vais pas faire trop en détail, mais donc un article d'Actuligence que je trouve intéressant. J'ai envie de l'intégrer à mon compte Digo. En fait, c'est à peu près la même manip. Je vais faire apparaître la barre d'outils Digo. Là, je suis dans Chrome, c'est pour ça qu'elle ne ressemble pas peut-être à celle dont vous avez l'habitude dans Firefox. Je vais ajouter... en fait, j'ai quoi? J'ai mon URL comme d'habitude qui a été capturé. J'ai le titre de mon article. Je vais pouvoir le mettre en mode privé. Je vais rajouter un petit commentaire. Je vais surtout devoir ajouter des tags. Ça, c'est absolument une fois de plus indispensable. On ne peut pas s'en passer puisque c'est le seul moyen de les retrouver derrière. Et je vais avoir des modes de partage, là encore, assez avancés puisque je peux mettre certains des éléments que je trouve dans des listes. Donc je vais pouvoir créer des listes thématiques pour m'y repérer. Ce n'est pas exactement des catégories, bien sûr, mais ça peut y ressembler. On peut considérer que voilà, on va créer autant de listes thématiques que de grandes catégories qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Et puis je peux aussi aller jusqu'à partager avec un groupe les informations que je vais trouver ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on peut mettre en place dans Digo une veille collaborative relativement efficace finalement. Il y a tout ce qu'il faut dans Digo pour la faire. Alors ça a ses limites aussi, mais c'est quand même relativement puissant. Qu'est-ce que je fais à partir de là?
Donc j'oublie pas de mettre mes tags, pardon. On va dire crise. Alors, il se trouve que c'est un tag que j'avais déjà utilisé, donc l'outil me le propose automatiquement. Et là, pour le coup, ça évite de multiplier les orthographes ou les types d'écriture pour un mot-clé. Hein, on va en garder qu'un et l'outil nous le propose. Si j'avais écrit une fois crise au pluriel, une fois crise au singulier, ce qui peut arriver, hein, c'est problématique. Ça me fait 2 entrées et là, pour le coup, je risque de ne pas m'y retrouver. Hein, donc l'outil me fait apparaître toutes les occurrences des tags que j'ai déjà utilisés et qui commence comme ça. Donc je vais mettre crise, je vais mettre médias sociaux à nouveau, j'avais dû le mettre en anglais celui-là, voilà, social media, e-réputation, et puis je vais mettre 2012. Alors vous voyez, et je vais mettre aussi outils. Typiquement, on est obligé d'aller vers des pratiques de tag assez structurées. Ça n'a peut-être pas l'air structuré là, mais en fait ça l'est un petit peu. Pas beaucoup, je ne suis pas documentaliste de formation, donc je ne dirais pas que je vais jusque-là. Mais il y a quand même un début de structuration. Qu'est-ce qu'on va avoir? Mes 3 premiers tags, c'est des tags thématiques. Voilà de quoi parle l'article. Mon 4e tag, c'est un tag de date. Là, il est large, j'ai juste mis des années, mais de temps à autre, quand j'ai des articles que je suis par exemple sur la longueur, sur plusieurs mois, je vais le mettre par semaine. Semaine 32, semaine 33, semaine 34. Parce que tout ça, derrière, ça sera des filtres. Je pourrais faire une recherche à facettes en ajoutant mes filtres les uns aux autres et cibler uniquement ce qui m'intéresse. Et donc, tous les outils qui fonctionnent par tag, la plupart du temps, proposent ce genre de choses. Là, j'ai une classification qui est outils. En fait, celle-ci, elle est très importante pour moi parce qu'elle définit un grand nombre de pages web. En fait, grossièrement, hein, pour nos métiers, je considère qu'il y a 3 types de pages web. Quand vous lancez une URL, vous tombez sur un outil, ou alors sur une source, ou alors sur un contenu. En gros, ça se résume bien souvent à ça. Un outil, ça va être un moteur de recherche, ça va être Digo, ça va être un métamoteur, un annuaire, c'est un outil. Contenu, source, pardon, bah, voilà, c'est la page d'accueil du Monde, hein, qu'on peut se considérer comme une source, ou la page d'accueil de la rubrique culture du Monde, hein, qui elle aussi est une source. Et puis, ma 3e entrée, c'est contenu, et contenu, là, ça va être les articles en tant que tels, ou les billets de blog. Hein. Donc, quelle que soit l'information que je rentre dans Digo, hein, qui est vraiment mon outil de travail au quotidien, il y a toujours soit outil, soit contenu, soit source. C'est ma grande distinction de départ, hein, 3 catégories. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais dans mes objectifs, dans mon métier, eh bien c'est ceux-là qui sont importants. Et puis ensuite, j'ai un dernier tag, hein, toujours pareil que je mets toujours, un pro ou perso. Hein, ça me permet de m'y retrouver aussi. Donc, ce n'est pas une structuration très avancée, on est bien d'accord, mais on est obligé en tout cas d'aller vers des structurations simples comme ça et d'en avoir quand même. Hein. On ne peut pas dire que c'est complètement libre si on veut s'y retrouver. Je gère 7000 items dans Digo, donc si je n'ai pas un moyen de les retrouver par cette approche justement de filtre, hein, d'ajout de mots-clés, eh bien ça va être un petit peu compliqué. Et en gros, ma capitalisation ne servira à rien. Donc derrière ça, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde, évidemment. Et quand je vais regarder ce qui se passe donc, du côté de My Library, je vais avoir, donc, comme vous vous en doutez, hein, ce dernier item va apparaître en premier. Voilà, il est là, avec toutes les autres derrière. Ok, alors, est-ce que pour autant, là, c'est de la curation? Bah, ça dépend ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si, au moment d'éditer, j'ai choisi un mode privé, il n'y a que moi qui vais le voir, donc à aucun moment ça sera diffusé. Si par contre je l'ai laissé en public, ce qui est le cas, quand je vais cliquer sur mon profil public, cette information, elle va apparaître, elle sera là. Cette page-là, elle est visible par tous. Donc n'apparaît sur cette page que les liens vers ce que j'ai partagé. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est une forme de curation que je fais. Les personnes qui voudraient me suivre, et c'est tout à fait possible, puisque vous voyez ici, c'est un réseau social. Hein, je ne peux pas me suivre moi-même, évidemment, je suis stupide.
Voilà, si j'étais quelqu'un d'autre qui vient sur ce compte-là, j'aurai ici un bouton suivre, un follow, et en cliquant dessus, eh bien, je viendrai m'ajouter au réseau qui est là. Donc je ferai partie des gens qui sont ici, il y aurait ma binette qui apparaîtrait là. Et donc à partir de maintenant, j'aurai toutes les informations, tous les items partagés, mis en mode ouvert comme ça par cette personne que je suis. Donc si je m'entoure, c'est la logique social search, si je m'entoure des bonnes personnes, si je me crée un réseau d'utilisateurs Digo, d'utilisateurs Twitter, d'utilisateurs Facebook, qui sont des professionnels de l'information, et Dieu sait qu'il en existe sur ces réseaux, eh bien ces gens-là vont se mettre à devenir des filtres humains sur les sujets qui m'intéressent, tout simplement. C'est là la logique des réseaux sociaux en termes de recherche d'information. C'est que plutôt que mes sources ce soient des sites web, mes sources ça va être des personnes qui font le filtre entre la mauvaise information, enfin celle qui n'est pas susceptible de m'intéresser, et le reste. Mieux je m'entoure, mieux je fais mon sourcing de personnes, et plus j'ai de l'information de qualité qui risque d'arriver. Ça veut dire que les critères de sourcing et de validation des sources, cette fois-ci, ne portent plus, ou portent moins en tout cas, sur les contenus ou sur les sites sur lesquels vous êtes, mais bel et bien sur les personnes que vous vous mettez à suivre. Quand je vous disais que l'utilisateur était replacé au centre par les outils du Web 2.0, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et dans l'entreprise, ça donne quoi cette logique? Alors évidemment, dans les petites entreprises, dans les petites organisations, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, dans les grandes organisations, vous pouvez vous entourer comme ça d'un réseau de personnes dont vous considérez qu'elles ont une expertise, et donc dans vos métiers par exemple, mais des personnes qui seraient réparties un peu partout dans le monde, mais qui font le même métier que vous, et puis vous pouvez suivre comme ça leur découverte. Alors évidemment, ce n'est pas des gens qui font de la veille en continu, ce n'est pas des documentalistes, donc elles ne vont pas partager 15 liens par jour, mais le peu qu'elles partagent, ça a une valeur forte, parce que c'est partagé par un spécialiste du domaine. Donc on peut passer comme ça, je ne dis pas que ça va se faire facilement, d'une logique quantitative à une logique qualitative, où en fait les individus, les employés font une forme de veille simple, dite curation, qui prend de la valeur parce que c'est leur centre d'intérêt et qu'ils les connaissent très bien, et que quand ils partagent un article, on peut penser que c'est un article vraiment intéressant. Là où nous, on est peut-être un peu généraliste parfois, eux vont être des spécialistes, et le poids, vous pensez bien que la pondération que va avoir l'article qu'ils partagent risque d'être supérieure à celle partagée par quelqu'un dont ce n'est pas la spécialité. Maintenant, des outils baptisés outils de curation. En voilà quelques-uns, Scoopit, Pearl Trees, les deux plus connus, et puis un autre, Storyfy, on ne va pas tous les voir. L'intérêt d'une page Scoopit, c'est qu'elle va être plutôt agréable à regarder. Là, je vais sur une page Scoop, donc une page de curation faite par cette personne qu'elle a baptisée Veille, Curation, Tendance. Et vous voyez, c'est assez sympa à regarder. Ce n'est pas désagréable, c'est un petit peu comme un média en ligne en fait. Évidemment, ça change de cette page-là. J'avais bien aussi des contenus, mais là, non seulement que j'ai les contenus, mais j'ai en plus la petite image qui va bien, et puis je peux continuer à avoir mon commentaire si je le souhaite. Par ailleurs, je vais pouvoir, moi, en tant que lecteur de cette page de curation, venir ajouter mon grain de sel. Je vais pouvoir dire, ah bah oui, tiens, c'est intéressant. Bon, là, je ne suis pas logué. Je vais pouvoir aussi le repartager vers mes réseaux. Si j'ai un compte Facebook, un compte Twitter, eh bien, en un clic, je rediffuse l'information. Là, on touche évidemment les fonctionnalités de viral de tous ces outils sociaux qui font que d'un clic, et parfois même sans clic, on va pouvoir rediffuser, arroser finalement bien plus large qu'initialement. Pourquoi je dis sans clic? Parce que beaucoup de ces outils-là proposent au moment même de leur configuration de vous mettre en contact avec votre compte sur d'autres réseaux sociaux, par exemple votre compte Facebook, votre compte Twitter. C'est une logique de tuyau, le web social. Donc une fois que votre tuyau il est tiré entre Scoopit et votre compte Twitter, eh bien ça veut dire que tout ce que vous allez mettre dans Scoopit va aussi être notifié à vos followers dans Twitter.
ou dans Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux. Et donc on démultiplie comme ça la portée du message. Là où Scoop.it n'aurait touché que les personnes qui ont réussi à le trouver, qui sont tombées dessus par hasard ou pas, eh bien à partir du moment où chaque élément que vous ajoutez à votre compte Scoop.it est rediffusé dans un compte Twitter ou Facebook, vous touchez tous vos followers et tous vos amis. Alors il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais peut-être qu'eux ont des réseaux plus larges et qui vont aussi rediffuser, et on arrive comme ça à la logique virale du web social. Alors si jamais maintenant je veux ajouter un élément à Scoop.it, je vais aller choisir le bon petit outil, donc ça va être Scoop.it ici. Voilà, donc toujours cette idée, c'est pas quelque chose qui nous surprend trop ça, je veux dire c'est quoi? C'est un formulaire d'entrée d'information. Il est simple bien sûr, il n'y a pas à rajouter tout un tas de métadonnées, mais en gros ça ne nous surprend pas tellement. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver toujours notre titre, là l'URL elle est cachée mais elle est bien présente, elle sera ajoutée tout à l'heure. On va pouvoir choisir la page dans laquelle on veut rediffuser l'information, c'est-à-dire que dans Scoop.it, en fait, on peut avoir plusieurs pages de curation, comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Un même auteur peut avoir autant de pages qu'il veut, à peu près, non, il y a une limite. Donc là, je vais choisir la page vers laquelle je veux basculer cette information-là. Je vais choisir si je veux une image ou pas. Je peux choisir d'ajouter ma propre image. Je peux rajouter mon commentaire à l'information. Et puis une fois que je vais faire simple là, parce qu'il y a aussi, vous voyez, il y a un onglet plus d'options. Une fois que ça c'est fait, je vais publier l'information en question. Je vais voir si jamais je ne peux pas ajouter une image, ça serait peut-être mieux. Non, il n'y en a aucune. Bon, désolé, décidément. Si je le souhaite, je peux d'ailleurs diffuser dès maintenant vers mon compte Facebook et vers mon compte Twitter. Il suffit que je les ai connectés au départ. Là, je peux directement envoyer cette page. En même temps qu'elle va sur Scoop.it, elle va aller aussi sur Twitter, aussi sur Facebook. Je diffuse une fois vers trois services. Donc je lance ma publication, voilà, c'est fait. Si je veux voir ce que ça donne, voilà, là j'arrive sur ma page personnelle Scoop.it, qui est publique. Toutes les pages Scoop.it, non pas toutes les pages le sont d'ailleurs. Vous voyez, c'est une page test, c'est pas une page que je mets à jour, puisque mon outil personnellement c'est plutôt Digo, mais je l'ai pas mal testé évidemment. Donc voilà, j'arrive sur la page que j'ai ajoutée, dans laquelle j'ai ajouté l'information. Comme je suis en mode, comme je suis identifié, j'ai des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, je vais pouvoir déplacer une information, donc c'est ces fameuses fonctions d'éditorialisation là, je vais pouvoir la mettre ici, cette info finalement, si ça veut bien bouger. Quoi d'autre? Les tags que je peux rajouter, là j'en avais pas mis, mauvaise idée. Et puis les commentaires, si j'en avais mis, ils apparaîtraient ici, et ça veut dire aussi que les personnes pourraient réagir à ces informations. Donc en fait, on est sur bien souvent, dans les outils de curation, c'est aussi des mini-forums de discussion qui se mettent en place. Des mini-forums de discussion autour d'un item que vous partagez. Donc chaque item peut donner lieu à une discussion. Et là encore, si on se replace dans des usages d'organisation, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité d'un enrichissement permanent de l'apport fait par quelqu'un. Quelqu'un qui partage un bon article, si d'autres personnes rebondissent dessus parce qu'ils l'ont lu, qu'ils l'ont trouvé intéressant, on est dans l'enrichissement et donc dans l'idée de capture de l'informel. Il ne faut pas oublier que quand on fait des études sur les cadres supérieurs dans les organisations, ils disent à 70% que ce dont ils ont besoin, c'est de l'information non structurée. Ça laisse à réfléchir quand même. Donc là, on a peut-être encore un moyen de capturer un petit peu cette information non structurée. En fait, elle a l'air non structurée, mais elle l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a quand même une logique de classement qui fait que quand vous avez l'interface administrateur, quand on est dans le monde de l'entreprise, vous allez pouvoir jouer aussi avec les catégories, avec les entrées, etc. Donc, c'est vers ça que vont aussi ces outils, c'est vers une logique d'intelligence collective qui n'apparaîtra pas grâce aux outils, on est bien d'accord, l'outil n'a jamais permis de l'émergence. Par contre, un outil bien pensé, plus un accompagnement de projet correct, sachant que les chiffres que donnent les chercheurs en management suite à de nombreux travaux sur les projets, c'est plutôt un budget de 9 pour 1, 9 pour l'accompagnement, la formation, etc., 1 pour l'outil informatique. C'est rarement ce qui est fait, c'est plutôt l'inverse d'habitude. Si on veut que ça marche, c'est plutôt vers ce type de proportion qu'il faudrait se diriger. Donc on a des outils ici qui ont cette possibilité peut-être de nous amener à un petit peu plus de partage et d'enrichissement des contenus.
Ça, c'était donc pour Scoopit. Je peux vous en montrer un deuxième, un Storify. Enfin, plutôt, on cumule entre le partage d'informations à la Digo et puis le réseau social à la Facebook, si on peut dire. On est un peu moins développé, bien sûr. On a toujours ces deux logiques qui vont ensemble. On s'entoure d'amis pour être mieux informés. Enfin, d'amis, c'est toujours entre guillemets, attention. On diffuse vers ses followers pour les informer. Voilà, donc on a une autre catégorie que je ne vais pas montrer maintenant, mais elle est détaillée dans le document qui s'appelle, qu'on place sous le terme un peu large de journal automatique. C'est Paperly, c'est Memolane, c'est des outils qui permettent qui non seulement vous permettent de faire de la curation manuelle, mais qui en plus ajoutent un peu de curation automatique. J'en dis deux mots rapidement. Par exemple, Paperly, vous allez pouvoir le configurer pour qu'il vous remonte les informations qui vous intéressent dans les réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné. Vous allez, tout simplement, c'est comme de l'alerte par mots-clés finalement. Sauf que tout ça est intégré dans le service en tant que tel. Et en plus d'ajouter vos propres pages, comme je viens de le faire là, vous pouvez aussi utiliser le service comme un réservoir d'informations et de données utiles que vous allez publier sur vos pages thématiques. Donc on est sur la même logique. Non, pardon, on n'est pas sur la même logique, c'est une logique double, à la fois alimentation manuelle et alimentation en information de par les alertes par mots-clés que vous aurez mises en œuvre sur Facebook, sur des moteurs de recherche. Vous pouvez aussi l'alimenter avec des flux RSS. Donc Paperly fait aussi office d'agrégateur de flux RSS. Et donc vos flux RSS, plutôt que d'être dans la lecture simplement, vous allez être dans la lecture plus éventuellement la rediffusion, le rebasculement vers votre page de curation, celle qui est visible par tous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une double logique d'alimentation en information pour votre page de curation Paperly. Il y a celle qu'on a vue, c'est-à-dire je trouve un article en me baladant sur le web, je le diffuse. Et puis il y a une autre logique qui est je m'en sers comme d'un outil de veille. Je le configure pour qu'il me remonte des alertes par mots-clés, pour qu'il remonte des flux RSS. Et ces flux RSS, enfin ces items, en fait, je les bascule quand j'en ai envie et quand c'est pertinent, je les bascule dans mes pages de curation. Donc double alimentation. C'est quand même moi qui fais le choix au final, quoi qu'il en soit. Ça, c'est pour Paperly. Pour Memolane, c'est pas exactement le cas, puisque Memolane, lui, on est vraiment à la limite là d'un outil de curation, mais il est intéressant aussi. Memolane vous permet de publier tout ce que vous publiez déjà sur vos réseaux sociaux. Mettons que vous ayez un compte réseau social Facebook, un compte Twitter, un compte LinkedIn, un compte YouTube. Eh bien, vous allez relier ces tuyaux à Memolane, et Memolane va vous faire une frise avec toutes vos publications. Et en fait, vous allez pouvoir rechercher dedans par mots-clés, les republier, publier votre frise pour que tout le monde voit ce que vous faites. Vous pouvez choisir de ne pas publier certains items, etc. Donc voilà. On va quand même rester un petit peu sur les outils, mais là, on va voir plutôt ce qu'il faut en tirer en termes de comparatif. Donc là, j'ai procédé à un petit benchmark d'une douzaine d'outils de curation, mais j'ai décidé de prendre le terme curation au sens large, parce que j'avais exploré ces outils depuis longtemps et évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, les outils de social bookmarking n'étaient pas franchement différents des outils de curation. Donc j'ai décidé de tous les mêmes dans le même sac et puis de voir quelles étaient les fonctionnalités qui émergeaient vraiment de l'ensemble de ces outils. C'est-à-dire de ne pas me fier finalement au positionnement marketing donné par l'éditeur de l'outil, ce qui est souvent finalement un problème. Donc les outils que j'ai... Alors, pardon, je commence par le monde de l'entreprise. Alors ça, c'est pas de moi par contre, pour le monde de l'entreprise, c'est, vous le retrouverez aussi dans le dossier, c'est de Guillaume Guérin, donc, qui appartient à la société L'Echo. L'Echo, c'est un des cabinets qui travaille beaucoup sur les thématiques réseaux sociaux d'entreprise et qui donc a essayé de cartographier les outils de curation orientés vers l'entreprise. Donc il a pris en compte trois axes. Partager facilement une veille externe, donc un mode un peu veille collaborative, éditorialiser et valoriser les flux et les contenus, et puis identifier des experts et des curateurs spécialisés au sein de l'entreprise. Donc finalement la thématique dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc voilà le classement, hein. On peut dire qu'au centre, hein, vous allez retrouver Jamespot, vous allez retrouver Knowledge Plaza, hein, vous connaissez peut-être. Knowledge Plaza est intéressant aussi parce qu'il a été lancé par des gens dont la documentation était le métier initialement, hein, même s'il est déjà ancien cet outil, il a plus de 3 ans. Donc il y a des logiques documentaires derrière, hein, de classement de l'information qui sont assez bien pensées, hein, qui font qu'on peut s'y retrouver assez aisément. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil? Après, je vous laisserai regarder, hein, vous aurez cette présentation de toute façon. Donc, CIMAI, hein, qui se retrouve un petit peu différent. Je vous parle de ceux que je connais bien, parce que ceux-là, c'est des outils d'entreprise, on ne peut pas toujours les tester. Donc, CIMAI, très bel outil, très ergonomique, très simple à utiliser. Ulink, qui se positionnait initialement comme un outil de social bookmarking. Donc, au départ, c'était un concurrent, tout comme Jamespot d'ailleurs, c'était des concurrents de Digo et de Delicious, hein. Et puis, ils ont dérivé, et si on peut dire, hein, des fonctionnalités ont été ajoutées, et c'est devenu maintenant des réseaux sociaux d'entreprise. Et puis Blue Kiwi, hein, qui est un peu l'ancêtre, hein, puisque on a quand même une fierté, hein, en termes de réseaux sociaux d'entreprise. Blue Kiwi, ça a été le premier mondialement avec Jive Software, hein, ils sont arrivés à peu près en même temps, une société américaine, à proposer du réseau social d'entreprise, hein. Donc c'est un outil qui, qui avait bien anticipé les choses. Donc ça, c'est pour les outils d'entreprise. Maintenant, pour les outils plus grand public, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que ces outils ne peuvent pas être utilisés dans les entreprises, hein, les outils grand public, d'une manière un peu différente. J'ai donc comparé une douzaine de solutions de curation en ligne, dont voici la liste. Bon, je ne vais pas détailler tout le tableau, bien sûr, hein, simplement pour que vous ayez une vision un petit peu des outils pris en compte. Donc, Back the Web. Ce qui est intéressant, c'est de voir les positionnements. Back the Web, hein, c'est curation pure. Delicious, social bookmarking, et depuis la reprise de Delicious l'an dernier, aussi curation, hein, donc ils sont ouverts vers ça. Digo se positionne en social bookmarking, Flipboard en magazine social, c'est encore un outil un petit peu à part, mais avec des fonctionnalités proches de la curation. Memolane, partage de sa vie numérique, et puis un petit peu storytelling si on veut raconter des événements. Paperly, curation pure. Pearl-Trees, curation collaborative, hein, ça je répète, c'est le positionnement des éditeurs, hein, donné par les éditeurs de leurs solutions. Pinterest, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, hein, c'est un outil dont on parle pas mal. Curation, oui, mais curation d'images et de vidéos, hein, c'est ce qu'il fait, point barre. Scoopit, curation pure avec des versions payantes. SearchEase, curation aussi. Search Team, un outil un peu atypique puisqu'il permet de... il optimise la recherche d'informations à plusieurs. Donc son objectif, c'est de permettre à des personnes, à une équipe, de rechercher en même temps. Il y a un petit module de chat, hein, qui permet d'être en communication. Donc on recherche à plusieurs sur des moteurs de recherche. Certains sont intégrés, d'autres non. Et on partage les fruits de sa recherche, hein. Donc en fait, c'est comme si on se mettait à faire une session de recherche d'informations collective, même si on est sur des postes séparés dans des lieux séparés. C'est un outil qui peut être intéressant en termes de sourcing, hein. Faire des sessions de sourcing collectif, hein, ça peut être à mon avis particulièrement utile. Je ne l'ai pas fait, je ne peux pas être sûr à 100%, mais j'y vois une possibilité assez intéressante, hein, d'animer le processus de sourcing avant évidemment de passer au processus de veille. Et puis Storyfy, donc on l'a vu tout à l'heure, un outil de curation. Alors tous ces outils sont gratuits et certains, pas beaucoup, hein, proposent une version payante. À mon avis, dans un an, alors il y en aura quelques-uns qui auront disparu, c'est sûr, inévitable, et puis il y en a d'autres aussi qui seront passés soit en payant complet, soit une version payante, une version gratuite. Pourquoi je dis qu'il y en a qui disparaîtront? Parce qu'actuellement, hein, si vous regardez la cartographie publiée par Robin Good, hein, dont vous avez vu la tête tout à l'heure, il a publié une cartographie des outils de curation, il en a recensé plus de 200, tout domaine confondu. Donc il est évident que là c'est le lancement, c'est comme d'habitude, hein, c'est un peu, voilà, tout le monde veut y aller, et puis on sait bien que dans 2 ans, il en restera peut-être un quart, et encore si tout se passe bien, hein. Je vous ramène par exemple aux outils de recherche dans les blogs, hein, aux moteurs de recherche dans les blogs. Si on revient 5 ans en arrière, dans les formations, je pouvais en montrer, si je voulais, une vingtaine sans aucun problème. Maintenant, si vous arrivez à en trouver 3 de qualité, c'est bien tout, hein. Voilà, donc voilà, on est toujours sur des champs qui sont au départ très concurrentiels, et puis qui sont où tout le monde veut aller, et puis au bout d'un moment, s'il y a de la concurrence, et puis voilà, il n'en reste que quelques-uns. Et Google, la plupart du temps. Tout ça, ça a été évalué sur 32 critères, dont je vous passerai le détail, hein, les sources, comment le service de curation est-il alimenté en informations nouvelles susceptibles d'être diffusées, quels sont les types de contenus pris en compte
par l'outil de curation. Est-ce qu'il ne prend que des URL? Est-ce qu'il prend des images? Est-ce qu'il intègre des vidéos? Des clippings web, c'est-à-dire des petits morceaux de page web que vous découpez avec un outil spécial? Des fichiers bureautiques, hein, ça c'est très rare. Quels sont les livrables que propose l'outil de curation? Il peut y avoir plein de choses, je vais vous faire grâce aussi des détails, juste quelques, je vais en prendre un ou deux comme ça. Donc ça peut être évidemment la page publique personnalisée, ça vous l'avez tout le temps. Ce système de diffusion automatisée vers les médias sociaux, j'en ai déjà parlé. Ça peut être le contenu embarqué, embed, hein, vous savez, c'est quand on peut, comme dans YouTube, hein, vous pouvez récupérer le code d'une vidéo et puis le copier-coller dans un blog par exemple et ça va streamer la vidéo. Possibilité d'envoyer un élément par email, voire pour aller plus loin, typiquement ce que permet Digo, création d'une newsletter hein, qui peut être soit manuelle, soit automatisée, flux RSS, optimisation du rendu pour les smartphones et les iPads, hein, donc une version app, une application par exemple, hein, qui va proposer ça. Optimisation pour un usage personnel, meilleure lecture, catégorisation par tag, autre type de catégorisation, possibilité de conserver des éléments en privé, hein, ce que je disais tout à l'heure. Aspect social et pratique collaborative, donc intégration des réseaux sociaux. Curation collaborative, hein, possibilité d'avoir une page de curation publiée par plusieurs personnes. Collaborative privée, hein, là on va un cran plus loin, en tout cas dans la veille, puisqu'on peut avoir des groupes privés, ce que permet de faire Digo par exemple, notamment. Éditorialisation, j'en ai parlé un petit peu, et puis présence d'un moteur de recherche. Ça je l'ai mis en critère tout seul, parce que ça me semble indispensable évidemment, que ce soit pour un usage individuel ou pour un usage collectif. Quand on cumule ces critères par catégorie, ben en fait on a des surprises. En fait on s'aperçoit que l'outil qui recouvre le plus de champs fonctionnels, hein, de ceux que j'ai cités auparavant, ben en gros c'est Digo. Je l'ai intégré et effectivement là on voit qu'il est assez loin devant. Mais derrière on a quand même 3 outils purement curation qui arrivent. Hein, Paperless, Scoopit, Pearl Trees et puis les autres hein, qui suivent derrière. Mais c'est vrai que voilà, ça peut faire une surprise hein, dans ces outils qui permettent tous de faire à peu près les mêmes choses, hein, qui ont des champs fonctionnels relativement proches, qui touchent un petit peu à tout, eh bien il y en a qui sortent du lot, Digo en fait partie. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement vers Digo qu'il faut aller, hein, j'aurai l'occasion de le redire. Tout ça c'est une question de besoin. Hein. Digo c'est peut-être un peu une Rolls-Royce, le problème c'est qu'il y a des choses qu'il ne fait pas très bien. Et peut-être que ces choses qu'il ne fait pas très bien, c'est justement ce dont vous avez besoin. Et là je pense spécifiquement à l'éditorialisation de vos contenus. Si vous êtes une organisation qui veut mettre en ligne des contenus qui soient jolis à regarder, qui attirent l'œil, eh ben c'est évident que ce n'est pas vers Digo qu'il faudra aller. Il faudra vous tourner vers des outils comme Scoopit, par exemple, comme Pearl Trees. Mais même s'ils ont moins de fonctionnalités, le choix, il sera peut-être là. Et donc les critères qui sont là, il faudra les pondérer en fonction des besoins qui sont les vôtres. Donc certes, fonctionnellement, c'est le plus puissant, mais après, voilà, tout dépend de vos besoins. Pareil, hein, si vous voulez, si votre curation, elle est plutôt, si votre partage, il est plutôt autour d'images, de vidéos, hein, ce qui se fait de plus en plus, eh bien, ça sera Pinterest, évidemment, ça ne sera pas les autres. Certes, il est très limité en fonctionnalité, mais pour l'instant, il n'y a pas mieux pour partager de l'image et de la vidéo. Donc, ces classements, c'est sûr, c'est bien, mais enfin, c'est sécurisant, mais en même temps, ça ne vous dit pas tout. Hein, ça vous dit pas tout. Je vais quand même continuer, hein, parce qu'il y a quand même des choses à en tirer. Voilà, par exemple, typiquement, si on s'intéresse aux fonctionnalités les plus rares de l'ensemble de ces outils, eh bien, voilà, par exemple, là, je ne vais pas ouvrir tout, hein, 2 fonctionnalités finalement assez rares sur ces 12 outils. La première, c'est la variété des sources que l'on peut intégrer, hein. Quel type de source on peut ajouter finalement dans son outil de curation, eh bien là, on a ces outils-là qui arrivent en premier. Si maintenant on s'intéresse à l'éditorialisation, eh bien c'est pareil, c'est plutôt vers ces outils-là qu'il faudra aller. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit pour l'intégration des sources ou pour l'éditorialisation, Digo n'est pas présent. Voilà, donc Digo pour les sources utilisées arrive en avant-dernier, hein, parce qu'il ne permet qu'une alimentation manuelle. On ne peut pas ajouter de réseaux sociaux dedans, on ne peut pas ajouter de flux RSS, ce n'est pas un agrégateur de flux. Et puis
Par contre, on a Flipboard, on a Scoopit, qui eux font très bien ça. On peut ajouter des tas et des tas de sources. Les deux peuvent devenir, Paperly aussi, peuvent devenir vos outils de veille. Je lisais récemment un article de Richard Perrano, qui est documentaliste en lycée et qui fait travailler des élèves autour des outils de curation, qui disait que pour lui, l'outil de veille, c'était devenu Scoopit. Pendant très longtemps, il avait utilisé Google Reader et finalement, il s'y retrouvait mieux dans Scoopit, puisque Scoopit peut être alimenté par des flux RSS et il trouvait ça plus pratique. Voilà, typiquement des basculements d'usage sur des qu'on n'aurait pas forcément pensé pour des professionnels de l'information. Et en fait, quand on les teste vraiment, on s'aperçoit que oui, c'est vrai. Flipboard, par exemple, c'est un outil qui fonctionne que sur iPad et quand vous êtes dedans, vous n'avez pas envie d'en sortir. C'est sûr, il n'a pas toutes les fonctionnalités de Digo, mais tourner des pages avec vos flux RSS bien mis en scène, avec des images tirées de chaque article, de chaque item présent dans vos flux RSS, et puis pouvoir les partager facilement, c'est un confort de lecture et une ergonomie qui est complètement addictive. Il est très difficile de repasser dans son vieux Google Reader derrière. Classement par usage maintenant. Ce que j'ai fait dans un deuxième temps, en fait, j'ai essayé de regrouper parmi les 32 critères que j'avais retenus, j'ai essayé de les regrouper différemment, de voir tous ceux qui étaient autour de l'usage personnel et de la capitalisation de l'information. Donc, j'en ai récupéré un certain nombre. Donc, voilà ce que ça me donne. Un usage personnel, capitalisation de l'info. On va avoir ce classement. Vous l'aurez sur les diffusion et partage. Donc, tout ce qui est orienté vers le partage, la collaboration. Une fois de plus, Digo arrive en tête parce que Digo, comme je l'ai dit, propose pas mal d'outils de diffusion automatisée de newsletters, par exemple, de diffusion automatique vers des blogs. Par contre, sur tout ce qui est pareil, sur ce qui est éditorialisation, il est pas là. Ça n'empêche qu'avec le reste, il arrive quand même devant. Curation collaborative, là c'est la capacité à faire de la curation à plusieurs. Voilà, on retrouve encore les mêmes devant, mais vous voyez, ça change derrière. Flipboard, qui est génial pour la lecture, qui est complètement addictif pour la lecture, quand il s'agit de faire de la curation collaborative, vaut mieux l'oublier, ce n'est pas le bon outil. Donc là encore, tout dépendra vraiment des besoins qui sont les vôtres. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à mon dernier point, qui est finalement qu'est-ce qu'on peut en faire dans les organisations, comment il faut prendre en compte ce nouvel objet. Si on fait une petite phrase un témoignage plus exactement de Marc Rougier, qui est un des fondateurs de Scoopit, qui explique qu'en fait l'usage dans les organisations est très varié. Rappelez-vous, un Scoopit a une version payante, donc orientée vers les entreprises. L'usage est très varié, allant des très petites structures qui utilisent Scoopit essentiellement pour contribuer à leur e-réputation, donc en partageant de l'info par exemple, aux organisations qui utilisent Scoopit pour de la veille, communication interne, aux grands groupes qui nourrissent leur présence, y compris leur site corporate de contenu issu, avec un S bien sûr, de leur publication via Scoopit. C'est pas une analyse détaillée, c'est pas des statistiques. Pour l'instant, il n'y a rien sur ces sujets-là. Enfin, j'ai rien trouvé, je n'ai peut-être pas assez bien cherché, je sais pas, qui expliquerait exactement ce que font les entreprises avec les outils de curation. Il faut bien voir que c'est très récent. C'est un sujet qui a émergé l'an dernier, donc avant que ça rentre dans des pratiques, ça se trouve d'ailleurs, le fait est que quand ça va entrer vraiment dans les entreprises, si c'est le cas, ça ne s'appellera plus curation. Ça se trouve, un autre terme aura été choisi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de chiffres là-dessus, ce qui fait que je me suis raccroché à cette phrase de quelqu'un qui maîtrise quand même un petit peu son sujet. Alors, quelques éléments maintenant entre la curation et la veille. Qu'est-ce qui finalement fait la différence ? J'en ai listé, pas tout seul, 5. Camille Allouin, d'ailleurs, il y a quelque temps, on avait listé quelques-uns, 4 je crois, sur ceux-là. Donc on avait écrit un article ensemble sur le sujet. Un veilleur, classiquement, va répondre à une demande, alors qu'un curateur, finalement, va se saisir d'un sujet. Il répond à des attentes personnelles au niveau informationnel, mais pas à des demandes très précises. Donc ça, déjà, ça fait une différence. C'est quelqu'un qui décide finalement de s'emparer d'un sujet qu'il aime bien ou qu'il connaît bien, et puis de partager de l'info autour. Deuxième différence,
Là où le veilleur peut théoriquement mettre en place un dispositif de veille sur tout type de sujet, il connaît bien les outils, donc quelle que soit la question dont on le saisit, finalement, il va juste réorienter les outils différemment. Eh bien, un curateur va souvent être plutôt un bricoleur. Il va bricoler un dispositif et il n'aura pas forcément la connaissance globale de toute la chaîne qui permet de mettre en œuvre des pratiques de ce type, y compris pour d'autres thématiques. Donc en fait, il va avoir utilisé les outils qu'il connaît pour ses propres besoins, mais alors bien sûr, il va s'être fait une petite expérience, mais il n'aura pas la connaissance de tous les outils qu'il aurait pu mettre en œuvre. Il n'aura évidemment pas testé l'ensemble, alors qu'un veilleur, un professionnel de l'info va faire des benchmarks, logiquement, il va faire des études comparatives de ces outils. Donc lui, il va simplement, c'est un petit peu de l'opportunisme, il va trouver un outil il va se dire, tiens, super, je vais pouvoir m'en servir pour faire ma diffusion d'infos, et puis il va aller vers ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se professionnaliser petit à petit dans ses pratiques documentaires. Là aussi, on a tendance à oublier que des gens qui font ça, des pratiques proches depuis des années, c'est les mêmes gens qui risquent de porter les projets de type réseaux sociaux d'entreprise dans les organisations. Donc ce n'est pas forcément des professionnels de l'information au départ, mais c'est des gens qui ont une grosse expérience personnelle parfois, et qui se disent pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans nos organisations? Pourquoi est-ce que ce que j'arrive à faire gratuitement avec mes amis, pourquoi je ne peux pas le faire dans l'entreprise? Pourquoi est-ce qu'on bloque, on ne me donne pas les bons outils pour travailler? C'est la logique de l'outil, une fois de plus, mais c'est une logique qu'on a tous subie. C'est-à-dire que bien souvent, dans nos métiers, on est des maçons sans truelle et sans ciment. On va nous demander de construire des murs, mais on ne va rien nous donner pour les construire. Parce qu'il y a une DSI qui est un peu tatillonne, etc., etc. Le problème, c'est que maintenant, il y a un dépassement de tous ces services-là. Tout le monde ou presque détourne les usages, utilise un smartphone, va quand même consulter des sites. J'étais dans une entreprise il n'y a pas longtemps où on me disait nous on bosse tous avec notre smartphone sur les jambes parce qu'en fait on n'a pas, c'était des développeurs informatiques, donc ils travaillaient sur des systèmes fermés, IBM, et en fait les comptes internet avaient été coupés sauf 2-3 sites d'information vraiment extrêmement restreints. Ils disaient voilà, quand on a besoin de questionner, de poser des questions à d'autres développeurs, on utilise nos smartphones. Donc on a tous nos smartphones sur les genoux et puis quand on ne trouve pas, on tapote et puis voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement les logiques sécuritaires dans les organisations ou les logiques de contrainte à utiliser un outil, vous allez utiliser l'outil de KM parce qu'il n'y a pas mieux pour collaborer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens connaissent ou vont connaître tous les autres outils qu'il y a sur Internet et qui sont bien plus sympas, qui ont plein de couleurs et qui font bip bip, etc. Donc les gens, ils vont aller plutôt vers ça. Ils sont curieux, ils ont besoin d'outils variés. Je ne dis pas qu'ils vont tous le faire. Mais enfin, il y a quand même ce mouvement qui est très fort, ce qu'on appelle dans les entreprises l'informatique fantôme. Une étude de janvier qui montre que dans les entreprises américaines, quand on demande aux employés s'ils utilisent des services de stockage de fichiers externes, il y en a 93% qui en utilisent. Vous voyez Dropbox, ce genre de service. 93% des employés les utilisent pour mettre des documents professionnels. Donc si la DSI, la DSI elle a combat perdu, elle doit mettre en œuvre des outils du même type en interne si elle veut éviter les fuites, si elle veut éviter les problèmes de sécurité. Mais l'utilisateur, il a mûri, ça fait 15 ans qu'il utilise l'informatique personnelle, ça fait 10 ans qu'il va sur Internet, il n'a pas besoin qu'on lui explique comment il doit travailler et de quels outils il a besoin. Donc il faut, là il y a un vrai passage à faire, et pour nous aussi il y a un passage à faire, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans on pouvait dire vous allez aller capitaliser vos informations dans l'outil de KM de l'entreprise, vous allez donc devoir doublonner vos documents, les copier-coller ou faire ce que vous voulez, mais il faut qu'ils y soient, et ça ne marche plus. Les gens, ils vont aller ailleurs, ils vont aller sur des outils plus simples. Il y en a plein des outils de capitalisation en ligne, y compris gratuits. Alors avec les risques que ça comporte, on est bien d'accord. Le premier étant Google Doc, par exemple, qui est hyper utilisé dans beaucoup d'entreprises. Deuxième différence, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la première. Donc le veilleur va filtrer l'information qui monte, qui lui arrive en fonction des précisions de ses commanditaires. Donc il a des commanditaires, il doit écouter leurs besoins. Le curateur, il est son propre commanditaire évidemment, et donc il n'a pas cette contrainte du client derrière. C'est normal, il n'est pas payé pour faire de la veille, à la différence du veilleur. Quatrième différence, le veilleur il va avoir une préoccupation de capitalisation, de stockage, d'indexation, afin que l'information remontée soit aisément réutilisable, qu'elle puisse être compilée dans des documents de synthèse par exemple.
Donc en fait, il y a derrière toujours une idée de base de données qui va stocker l'information découverte dans la veille et puis dont on va pouvoir ensuite tirer, pourquoi pas, des rapports, des exportations, etc. Le curateur, il n'est pas dans cette logique-là, il a une volonté avant tout de... Enfin, il est un petit peu à titre personnel, mais il a aussi surtout une volonté de mettre en scène l'information et il va aller vers des solutions qui offrent des fonctionnalités en ce sens, même si on voit que parfois ça ne suffit pas. Et puis, cinquième point, le veilleur, quand il diffuse une information en interne, sur l'intranet par exemple, il doit rendre explicite son analyse. En fait, il doit justifier souvent pourquoi l'article est intéressant, pourquoi l'article qu'il a mis dans la revue de presse a un intérêt. Donc il va le faire en 2-3 lignes, ou il va faire un petit résumé, une petite synthèse. Le curateur, non. Ben non, puisque en fait, comme je le disais tout à l'heure, il est déjà expert de son domaine. En tout cas, ça reste à vérifier, mais dans l'entreprise, il sera expert de son domaine. Sinon, il ne va pas se lancer sur un domaine qu'il ne connaît pas. Donc, on ne va pas aller lui demander de justifier ses choix. Au contraire, on va lui dire, bah oui, vas-y, c'est toi qui as la connaissance sur le sujet. Donc, au contraire, tout ce que tu vas partager, potentiellement, a plus de valeur que ce que moi, je pourrais partager qui ne suis pas de ton domaine. Alors, il peut se tromper aussi, bien sûr. Là, je vous invite à lire un article qui parlait du sujet, le curateur est-il un veilleur? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des curateurs dans les organisations? Si on a des personnes qui pratiquent déjà la curation, qu'est-ce qu'il faut en faire, nous, professionnels de l'information? On avait déjà eu, dans les années 2000, un slogan, tous veilleurs. Voilà, fallait que tout le monde fasse de la veille, que tout le monde partage. Ça pouvait marcher quelque temps dans les petites organisations, mais généralement, ça disparaissait assez vite parce que les gens n'étaient pas payés pour faire ça. Il y avait que le documentaliste ou le veilleur qui était là pour ça. Donc les autres, soit ils acceptaient de jouer de jeu et ça pouvait durer un petit moment, soit c'était pas pérenne. La différence, là, c'est que les pratiques de curation ne sont pas exactement une redite de cette approche. Alors que l'approche tous veilleurs nécessitait que chacun ait en tête les grandes lignes du plan de veille. Finalement, il répondait au plan de veille, il tentait de donner des informations qui allaient rentrer, qui allaient être cohérentes avec le plan de veille. Eh bien, dans le deuxième cas, le curateur ne fait de la veille que sur ce qui l'intéresse, comme je l'ai déjà dit. Donc on ne lui demande pas de coller au plan de veille. Et donc il s'informe aussi pour lui. Et là encore, ça change tout. Je le fais pour moi, dans un premier temps, parce que ça me sert dans mon métier, et éventuellement, ça peut peut-être intéresser les autres, donc je vais le partager. Alors, c'est différent aussi parce que les technologies de curation, donc issues du web social, je l'ai déjà dit, apportent donc des problèmes des solutions à des problèmes de gestion personnelle de l'information, mieux s'informer, conserver des pages web ou des favoris, et puis ultérieurement, donc c'est ce que je venais un petit peu de dire, passer à un niveau collectif, mieux faire circuler l'information, mieux la capitaliser, permettre son enrichissement par les avis, les opinions et les idées de tous en interne. À mon sens, le service de veille ou documentation au sens large doit se positionner plutôt comme le coordinateur de ces efforts. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas vraiment de risque, je vais rester ici pour l'instant, en gros, il n'y a pas vraiment de risque à se faire déborder par des utilisateurs externes. On pourrait craindre qu'ils fassent de la veille et qu'ils nous prennent nos métiers, si on peut dire, mais le risque est peu présent pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Ils ne sont pas payés pour ça, ils n'ont pas le temps pour le faire, donc on reste là. Néanmoins, il serait tout à fait dommage de se priver de ses compétences. Pour les raisons que j'évoquais aussi, un expert, ce qu'il sélectionne, ça a sans doute plus de poids qu'un généraliste. Donc comment récupérer ce que les experts internes, quelle que soit leur expertise, partagent. Donc plutôt que d'être dans deux modes de veille parallèles, une veille faite par une veille finalement formelle et classique faite par le service de veille doc, et puis une veille informelle faite par tout un chacun dans sa spécialité, à mon sens, les services d'information, documentation ont tout intérêt à se positionner comme coordinateurs de ces efforts-là. Et donc de passer dans un schéma qui ressemblerait à quelque chose comme ça, un service ici qui va animer, coordonner, former les utilisateurs, et puis des pratiques de curation des collaborateurs, soit des pratiques individuelles d'experts, d'experts du sujet, soit des pratiques collaboratives, on l'a vu, possibilité de créer des groupes dans Jamespot, dans tous les autres, et donc récupérer aussi les contenus qui sont diffusés, en tout cas dans les groupes publics. Et là,
à mon sens, nos services ont un rôle à jouer hein, dans le fait de porter ces projets, de négocier avec les DSI, derrière de faire l'accompagnement de projets auprès des utilisateurs, de les former particulièrement aux questions de confidentialité. Hein. Beaucoup de gens n'osent pas se lancer sur le RSE en interne parce qu'on ne leur a pas expliqué ce qui était public et ce qui était privé quand ils allaient diffuser une information. Donc là, il y a un énorme travail à faire. Hein. Vraiment, c'est sans doute le cœur du truc. Il est ici, il est dans la prévention autour de tout ce qui est thème de sécurité. Et puis, l'information, elle circule dans ces groupes, elle circule entre les personnes, donc il y a enrichissement. Et donc le service de veille se met là pour aussi capter cette information qui vient de l'interne.